Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Delta 7, la Web TV. Je suis en présence de Philippe Bouchard. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes responsable de la mission handicap du groupe Randstad et en même temps animateur de CLIF par Randstad. Par Randstad, j'ai bien dit. Tout à fait. Notre ATT. Le ATT, exactement. Vous connaissez bien le sujet alors de l'intégration des personnes autistes dans le milieu ordinaire d'entreprise. Et l'idée était de pouvoir avoir un petit peu des clés de compréhension sur les bonnes pratiques à avoir quand on souhaite intégrer un salarié autiste. À commencer souvent par la sensibilisation qui apparaît comme le point incontournable dès lors qu'on souhaite intégrer une personne autiste. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et nous dire en quoi ça consiste? Je vais essayer. Alors, sensibilisation, c'est un vaste mot. On entend dans sensibilisation la sensibilisation d'un collectif de travail à l'autisme déjà. Qu'est-ce que l'autisme? Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Et puis on peut aller plus loin, puisque sensibiliser un collectif, c'est bien. Mais ce sont aussi, surtout, sensibiliser les managers, sensibiliser l'ensemble du collectif de travail, sur toutes les strates, qui va permettre une bonne intégration de la personne avec autisme, puisqu'on se rend compte par expérience qu'il y a des petits grains qui peuvent se glisser et qu'il faut faire que c'est une parfaite réussite, ou parfois, hélas, ça devient un peu plus compliqué. Et dans la sensibilisation, qu'est-ce qu'on va apporter? On va apporter une connaissance sur la personne? On va d'abord apporter, alors ça se fait bien sûr avec l'accord de la personne, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y en a certaines qui le refusent. Ça se fait donc déjà sur la compréhension du spectre autistique, qu'est-ce que c'est que l'autisme. Alors on n'est pas là pour former des spécialistes, on est là pour apporter un niveau de compréhension qui permette aux personnes de dédramatiser la problématique, puisque souvent c'est comme dans tout type de handicap, il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de peur, beaucoup de choses, et là on vient déjà un petit peu édulcorer tout ça en expliquant ce que c'est. Et puis après, on va expliquer au regard de la personne, on est sur la sensibilisation à l'autisme, et à côté, on est à la sensibilisation de l'autisme de la personne. Qu'est-ce que cette personne a comme spécificité qu'il faut prendre en compte pour réussir son intégration? Donc on est sur quelque chose de large, qui descend tout doucement vers la personne, ses compétences, qui elle est, ce dont elle a besoin. Tout à fait, parce qu'effectivement, ce que l'on dit, c'est qu'il n'y a pas un autiste, mais il y a des autistes, c'est un spectre. Donc, il y a des humains. Voilà, exactement. D'où l'idée vraiment d'adapter finalement la sensibilisation pour que ça fonctionne. Oui, on n'est pas là pour faire des spécialistes, c'est ce que je vous disais. On est vraiment là pour traiter du cas de la personne que l'on intègre, que l'on accompagne, et puis de mettre en œuvre toutes les conditions favorables pour sa réussite. Tout à fait. À côté de la sensibilisation, alors il y a la désignation d'un tuteur. Le tuteur paraît primordial en quoi? Il est plus que central, le tuteur, c'est lui qui fait le lien, c'est un facilitateur plus qu'un tuteur. Donc le tuteur qui n'est pas foncièrement hiérarchique, ça peut être un collègue de travail ou autre, c'est vraiment la personne qui va permettre d'accompagner tout au long de l'intégration et dans la vie de l'entreprise de la personne avec autisme, qui va l'accompagner pour voir ce qui ne va pas, éviter peut-être les choses trappes qu'on n'aurait pas vues, ou de faire en sorte de dédramatiser certaines choses, d'anticiper, d'expliquer tant au collectif, au management qu'à la personne avec autisme, les choses afin que ça puisse se fluidifier. Et dans ces choses, alors j'imagine qu'on peut parler de la culture de l'entreprise, les codes implicites. Tout ce qui est plus compliqué pour une personne avec autisme, on est sur un trouble de la relation, et il est clair que là, il y a tout l'implicite qu'il faut expliquer, qu'il faut faire adhérer, tant pour les personnes qui vont attendre certaines choses qu'elles ne trouveront pas dans la personne avec autisme, donc ça, pas de frustration, ça s'explique, et inversement, accompagner la personne avec autisme pour qu'elle puisse comprendre aussi que certaines personnes sont en attente de certaines choses. Tout à fait. Ensuite, alors une fois qu'on a désigné le tuteur, souvent il y a encore la question de l'adaptation un peu du poste de travail, de l'environnement dans lequel la personne autiste va évoluer. Totalement. Alors on va être sur des aménagements qui vont être, alors là on rentre presque dans une partie plus technique, on est sur des aménagements qui sont soit organisationnels, soit technique, on évoquait le cas du bruit, peut-être que une personne est complètement intolérante au bruit et qu'il faut un casque, ou j'ai connu des personnes, la lumière était leur problématique, il fallait un environnement très adapté sur ce sujet-là, des gens plus isolés, à chaque fois c'est différent, il n'y a pas un autisme, il y a des personnes avec autisme totalement différentes, chaque cas est différent, ça se traite au cas par cas. On ne peut pas normer, on ne peut pas normaliser, on est vraiment sur une approche humaine individuelle. Et donc, quel conseil donneriez-vous? Il faut faire une analyse un petit peu sensorielle de la personne pour
Il faut faire une analyse globale qui soit sensorielle ou autre, mais il faut vraiment prendre en compte la totalité de ce que la personne attend, de ce dont elle a besoin, excusez-moi, pour s'épanouir au travail, ce qui pourrait la mettre en grande difficulté, le petit grain de sable qui va faire que tout ce qui paraissait très bien va d'un coup se mettre à gripper, ce fameux grain de sable qui grippe les engrenages, et si on ne l'a pas anticipé, déjà on n'est pas très bien, et si derrière on ne sait pas l'accompagner, d'où le rôle du facilitateur, je reviens, et là on est encore plus mal. Et on a des belles réussites en intégration, et là je n'aime pas parler d'échec, mais on a eu un cas qui a été un petit peu tendu sur une personne avec autisme qui avait été intégrée sur une chaîne de production. Ça se passait très bien, manager sensibilisé, facilitateur aussi, très très impliqué dans l'accompagnement de ce jeune. Et puis le manager a été muté. Et derrière, la personne qui est arrivée, peut-être moins de sensibilisation, moins de sensibilité, je ne sais pas. Et là, on a failli récupérer une situation plus problématique avec une personne qui se renfermait, un jeune qui se renfermait, qui commençait à perdre en compétences, qui commençait à descendre. Et là, il a fallu déployer beaucoup d'énergie et remettre tout ça en musique pour que ça puisse repartir. C'est pas si facile que ça. Et bien souvent, c'est un petit grain de sable, ce que vous dites. C'est vraiment quelque chose de... Par expérience, c'est jamais quelque chose d'énorme. Alors si, il peut y avoir des choses très, très problématiques, mais tout va dépendre du type d'autisme. Hein. Mais souvent, c'est vraiment rien. Là, c'est un changement de manager, c'est quand même un peu puissant, mais ça peut être... j'ai des exemples qui me viennent qui sont vraiment anodins, une remarque, un textile, on est vraiment sur des choses très particulières. Ouais. Et est-ce que ça... Alors avant d'évoquer les situations un peu plus en détail, la partie managériale, comment il faut pouvoir l'adapter, à quoi il faut faire attention? L'écrit souvent est quelque chose de vraiment demandé ou du moins à privilégier. Expliquer, mieux c'est, puisque... Plus les choses sont claires, mieux c'est. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'implicite. Il faut vraiment aller c'est du concret. Hein. C'est des gens extraordinaires avec des compétences extraordinaires, mais il faut leur parler simplement. Il faut toujours être très très clair dans ce qu'on leur demande. Tout est possible. Hein. Quand on dit quelque chose, ça peut être ça, ça ou ça. Donc il faut être vraiment très clair sur les attendus. L'écrit peut être une bonne solution, en effet. Oui, et on peut dire que ça bénéficie finalement au plus grand nombre. En général, quand on traite le plus petit, en général, c'est le plus grand qui en bénéficie. On voit ça dans tous les aménagements de poste pour les personnes en situation de handicap dont on bénéficie aujourd'hui dans le quotidien. Un exemple par rapport à ça? La zapette de la télévision qui a été faite pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour changer les chaînes. Aujourd'hui, si vous enlevez ça, je pense qu'on a des milliards de dépressifs. Exactement, c'est un bon exemple. Et alors après, quand on est entreprise, on peut être inquiet quand même de se dire on ne peut pas tout anticiper. Les fameux grains de sable, on ne peut pas imaginer, par exemple, une histoire qu'on m'a contée, une personne autiste, donc arrivée en entreprise, tout se passait bien, et puis un jour, tout dysfonctionne. Pourquoi? Parce que l'horaire du bus était décalé. Tout à fait. Comment est-ce qu'une entreprise peut finalement anticiper ce genre de choses et quels conseils on pourrait donner? Parce que mine de rien, il y a quand même un intérêt à les recruter. Enfin, c'est quand même du win-win. Il y a beaucoup d'intérêt, il y a énormément d'intérêt à les recruter sur les compétences qu'on ne trouve pas, déjà d'une. Mais c'est vrai que là, peut-être que l'accompagnement d'un tiers peut être aussi très important. Il faut vraiment être en lien avec toute une structure d'accompagnement qui peut, elle, anticiper ce type de problème. C'est vrai que l'entreprise, on est des fois dans le rush. C'est des choses auxquelles on ne pense pas. Donc déjà, le facilitateur ou la facilitatrice, c'est central. Il faut aller chercher ce type d'informations, mais savoir que le bus a changé d'horaire et que ça grippe tout, c'est compliqué. Donc là, peut-être que par contre, en amont, il faut aussi un lien avec une structure d'accompagnement, un job coach ou autre qu'on trouve également et qui existe dans le monde du travail. Et très bien. Et les entreprises, est-ce qu'elles ont connaissance de ces différentes modalités d'accompagnement? Comment est-ce qu'elles sont sensibilisées aussi? Et quel budget ça a et sur quoi c'est pris? Alors ça va dépendre du type. Ça va dépendre du type d'entreprise. Vous êtes une entreprise avec une mission handicap, avec un accord agréé, qui a un budget conséquent, c'est quelque chose qui est plus facile. Il y a aussi des choses qui sont portées par des associations qui ne coûtent rien à l'entreprise. Par contre, c'est vrai que vous évoquiez le fait que les entreprises méconnaissent, mais comme souvent, il y a une très grande méconnaissance de tout ce qui existe autour de l'accompagnement des personnes avec autisme. Et là, il faut vraiment se faire accompagner par des structures qui viennent vous informer à minima, qui viennent expliquer ce qu'il faut mettre en place pour justement éviter ce petit grain de sable
qui va vous faire passer à côté de ça en termes de compétences. Et le fameux ça en termes de compétences, alors qu'est-ce qu'on peut citer? Alors la liste, elle peut être longue, hein, mais... Et en plus, chaque personne étant différente, on va avoir des choses différentes. On peut quand même voir chez les personnes avec autisme une rigueur, des gens qui vont aller au bout des choses, qui vont être très pertinents sur un sujet donné, mais qui vont être exceptionnels dessus. C'est des gens qui ne trichent pas. Et dans un monde aujourd'hui où on cherche souvent le savoir-être, c'est le savoir-être idéal pour moi. C'est des gens qui répondent parfaitement à ces critères-là. Il y a plein de choses, en effet. J'en lisais tout à l'heure avant de rentrer, je disais oui, il y a ça, il y a la rigueur, il y a la ponctualité, il y a le centre d'intérêt parfaitement maîtrisé, cette curiosité. Enfin, c'est des personnes que quand ils sont sur un sujet qui est vraiment leur centre d'intérêt, ils le maîtrisent complètement. Il faut qu'ils le connaissent par cœur. Donc là, vous avez des gens qui font des choses que un humain lambda, voilà, vous en avez un devant vous, ne sait pas faire, ne sait pas aller au bout des choses à ce niveau-là. Et les entreprises, du coup, à ce moment-là, elles en tirent tout le bénéfice. Là, la valeur ajoutée. Voilà. Moi, je me rappelle de ce que l'on avait fait à une époque, on avait dit des personnes avec autisme, des talents inexploités, et on est encore là-dedans. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont montées, des prestataires, des entreprises qui accompagnent, qui proposent des services avec des personnes avec autisme, mais on est encore à côté de ce vivier de compétences qu'on ne sait pas foncièrement intégrer, puisqu'il a des spécificités, et vous évoquiez le fait que l'entreprise n'a pas foncièrement connaissance de ces spécificités et de ce qu'il faut mettre en œuvre. On imagine, à mon avis, une énorme difficulté, alors que des fois, c'est pas si compliqué que ça. C'est sûr. Et après, voilà, dans l'autisme, il y a tout le spectre. Hein. Donc, il y a voilà, forcément une catégorie de personnes qui sont non-verbales, voilà, qui multiplient les difficultés. Alors ça, effectivement, c'est une catégorie. Après, il y a la catégorie des Asperger, voilà, qui ont de haut niveau, parce que maintenant, le terme, on ne le dit plus, effectivement, pour des raisons que l'on connaît. Et au milieu, il y a toute cette catégorie. Et dans ce spectre du milieu, on ne peut pas parler forcément de talent. Il n'y a pas forcément que des personnes qui sont pointues sur des sujets. Et on a toujours tendance à rentrer dans le domaine de l'autisme, excusez-moi de vous avoir coupé, mais je remarque qu'on est toujours en train de faire une sorte d'angélisme avec les autistes de haut niveau, les hauts potentiels. On se dit, voilà, on va trouver l'ingénieur extraordinaire, celui qui va appuyer sur le bouton, la fusée va partir, enfin on est là-dessus. La réalité est plutôt là, sur toute cette catégorie de personnes qui ont des compétences transférables, des savoir-être, des savoir-faire qu'il faut savoir aller chercher, qu'il faut savoir accompagner dans l'entreprise et qui apporteront également totale satisfaction aux entreprises, puisque au bout du bout, c'est ce qu'elles recherchent, la compétence et surtout la bonne intégration de ces compétences. Donc sans parler finalement de haut niveau, on peut quand même admettre qu'il y a des compétences et que ces compétences, voilà, elles sont atypiques, elles sont avec leur lot de modes de fonctionnement atypiques, voilà, et qu'il faut pouvoir intégrer. Et là, est-ce que vous avez quelques exemples, illustrations d'intégration? Alors, pas forcément toujours lisses, hein, au départ, ça peut être... Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, on n'était pas sur un autiste de haut niveau, comme on dirait aujourd'hui, on était sur une personne qui était un excellent ouvrier, qui avait tout ce qu'il fallait pour... Il donnait entière satisfaction sur son poste de travail. On était sur en plus un domaine très pointu de la mécanique. C'était pas quelqu'un de haut niveau, c'était pas Einstein, mais c'était quelqu'un qui était vraiment pertinent, efficace, efficient au poste. Dommage qu'il y ait eu ce petit couac. Bon, ça a été récupéré, mais voilà exemple type de quelqu'un. On n'est pas sur un physicien, mais on est sur une personne qui est en production. Et les entreprises aujourd'hui, vous qui les voyez quand même très régulièrement, quel est leur regard? Comment elles se positionnent par rapport à l'autisme? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que l'autisme fait peur? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une déconstruction un tout petit peu des préjugés qui existent avec l'autisme? Ou voilà, comment vous voyez les choses? Je vais être très positif. Je dis que oui, ça évolue. Mais comme dans tout type de handicap, si on parle de handicap, on va rester sur des stéréotypes avec certains. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font le pas, qui font le chemin, il y a des déconstructions, il y a des gens on en parle de plus en plus, donc par nature, on est en train de se sensibiliser naturellement. Mais ce n'est pas si évident que ça.
Je ne veux pas faire d'angélisme, ce n'est pas mon propos, puisque avec CLIF, par exemple, on essaye de mettre des personnes avec autisme en emploi à travers le ATT. Et encore, j'ai échangé juste avant avec ma collègue et on avait eu 2 échecs successifs. Ce n'était pas sur la compétence, je pense que c'était plus sur la peur. Donc il y a de la compétence, on le sait, il y a quelque chose à aller chercher à tout niveau. Mais il y a tellement de choses à mettre. Je pense que les entreprises sont encore à sensibiliser, parce qu'elles imaginent encore que c'est très lourd, que c'est très compliqué, que la personne va, je sais pas, partir en live. Il y a des choses comme ça, et il faut absolument arriver à déconstruire ça, à accompagner. Oui, c'est possible, comme tout, mais tout est accompagnable, tout est explicable. Et lorsqu'on leur explique la démarche, où sont les points de réticence? Qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui obstacle? Alors, il peut y avoir différentes choses. Des fois, on parlait tout à l'heure du job coach, qui est quelque chose de bien. Faire venir un tiers dans l'entreprise, certaines entreprises ne sont pas foncièrement pour ça. Donc là, il faut aussi savoir garder la distance, c'est-à-dire on ne peut pas non plus imposer un tiers dans l'entreprise ou alors avec des fréquences élevées. Ça peut faire peur aussi. Vous voyez, il y a ça. Il y a ce qui, je pense, est le plus compliqué à admettre, c'est l'interaction sociale. Les gens ont peur d'interagir avec des personnes qui n'ont pas les mêmes codes de communication qu'elles. Mais là, on rentre dans un domaine plus vaste également. On pourrait le transposer à plein de choses. Mais je pense que c'est ce qui freine le plus, oui. C'est cette peur, on est encore sur beaucoup d'idées reçues. Et est-ce que la question financière est un frein? Souvent, on parle toujours d'une personne avec la rentabilité. Est-ce que sur un poste similaire, on mettrait une personne différente? Là, on va rentrer dans le pragmatisme des entreprises. Il y en a qui vont avoir les moyens humains, financiers peut-être, de déconstruire pour trouver un intérêt. D'autres sont dans une logique beaucoup plus de marché. C'est pas du tout lié à elles-mêmes, mais c'est plutôt à l'environnement dans lequel elles évoluent. Elles ont peut-être moins de temps de ça, et ça leur fait peut-être peur de se dire qu'il va falloir que cette personne peut faire ça, mais pas ça. Ça devient compliqué. J'ai autre chose à... Enfin voilà, on est dans cette vitesse qui fait qu'aujourd'hui tout s'accélère, et encore plus. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de dire ça d'année en année et ça n'arrête pas d'accélérer, et que du coup, les entreprises n'ont pas le temps de, ou ne prennent pas le temps de. Plus exactement, oui. Parce que le temps, tout le monde peut en disposer. Tu veux faire du sport, je dis j'ai pas le temps, d'ici tu ne prends pas. Donc je pense que c'est un peu la même chose. Oui, tout à fait. Ouais, je vois bien. Je vois bien. Et dans les exemples d'intégration réussie que vous pouvez avoir vu ou connaissance, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a marché? Tout ce qu'on évoquait en amont. Oui. J'ai souvenir, vous étiez présente également, de beaux témoignages ou de choses vécues où la présence des facilitateurs, les sensibilisation du collectif en amont du management, sensibilisation à l'autisme de la personne, cet accompagnement qui peut paraître lourd au départ, s'arrête d'un coup et ça continue tout à fait naturellement derrière. Et ça, c'est des belles réussites. Et j'ai quelques idées en tête d'entreprises qui avaient mis en place ça et qui étaient très satisfaites de témoigner d'ailleurs pour exprimer toute la valeur ajoutée qu'elles avaient trouvée dans ces compétences et dans ces personnes. Très bien. Et est-ce qu'on peut dire qu'intégrer une personne autiste, finalement, permet d'accroître toute l'entreprise en tant que telle? C'est-à-dire que ce ne soit pas forcément d'un point de vue chiffre, hein, on n'est pas là-dessus, mais on est sur la valeur, finalement, l'engagement de chacun, qui permet aussi un engagement du collectif. Je vois aussi certains exemples qui me sont cités, où on voit que les personnes autistes pointent du doigt les dysfonctionnements organisationnels des structures. Ça, il faut l'accepter. Ça peut être difficile à accepter dans un premier temps, mais après coup, les choses évoluent et ça permet finalement, encore une fois, d'en bénéficier à tout le monde, mais de faire grandir cette organisation. Est-ce que là, vous avez parfois des exemples ou des choses des exemples concrets, pas tout de suite, je vois tout à fait ce que vous évoquez, où la personne va dire ça vaut mieux le faire comme ça, je ne comprends pas que depuis tant d'années vous faites ça, moi je ferai comme ça, et en fait tout le monde se retrouve à se dire mais ça remet en cause, là il va falloir repasser un peu d'ego, un peu de choses, et adapter, et c'est vrai que tout le monde va en bénéficier. Mais je dirais qu'on a un peu cette idée de se dire que dès qu'on intègre quelqu'un de différent, ça va faire grandir un collectif, c'est pas toujours que vrai. Mais néanmoins, c'est des valeurs qu'on peut aussi prôner, et en même temps, par expérience, j'ai vu des collectifs grandir du fait de l'intégration d'une personne avec autisme, parce qu'à un moment, il a fallu se poser, il a fallu réfléchir au sens de ce que l'on faisait, il a fallu déconstruire des choses, rediscuter, repartir, et en même temps, ça apporte une vision
que vous le vouliez ou non, on parlait d'atypisme, ben vous avez une vision que vous n'attendez pas, donc on est percuté par quelque chose qu'on n'attend pas, et ben il faut s'adapter, et en même temps ça nous permet de nous remettre en question, de prendre du recul sur certaines situations, et des fois d'en tirer un très grand bénéfice en effet. Et un point qui est vraiment important qu'on n'a pas abordé, c'est le recrutement. Le process de recrutement. Donc à salarié, j'ai envie de dire atypique, hein, le process mériterait peut-être d'être revu. Comment vous voyez les choses? Alors si on parle d'atypisme au sens large, oui, il faut revoir les process de recrutement. On en parle beaucoup de revoir les process de recrutement. Il y a tout un discours autour de l'entreprise inclusive qui doit revoir ses process pour pouvoir intégrer des gens atypiques. C'est une réflexion personnelle. Est-ce qu'on est prêt, une fois qu'on les a recrutés, à aussi changer le reste? Je ne sais pas. Mais recruter des gens atypiques, c'est justement c'est arrêter de recruter sur des canaux classiques ou avec des méthodes classiques. Tant qu'on recrutera sur des CV, avec des parcours normés, sortis de telle école, dans telle confrérie, on n'y arrivera pas. Là, on a des gens qui sont hors prisme, hors cadre. Ils sont complètement décadrés, donc si on n'ouvre pas un petit peu les chakras, je dirais, on les recrutera pas, on passera à côté de personnes vraiment différentes. Et c'est vrai que le fait, on a mené des opérations où on a recruté sans CV, pour justement aller chercher des appétences, des compétences, d'autres choses que des lignes sur un papier qui ne font que vous influencer quand vous les avez. Et le recrutement sans CV, ça a fonctionné? Ça a fonctionné sur des sessions d'alternants, oui. Parce que, justement, et même en échangeant avec nos RH, là je parle de l'interne, ils ont dit eux-mêmes, bah oui, mais en fait c'est vrai qu'on n'aurait pas recruté ces personnes, et au bout du bout, je dirais, ben, ça aurait été une erreur, et aujourd'hui on en est très content. Il n'y a pas eu que des réussites, mais dans la globalité, ça a été plutôt très positif. Donc il y a ça, il faut vraiment recruter par d'autres méthodes, en effet, oui. D'autres méthodes, d'autres habilités. Oui, et rechercher davantage la partie compétence plus que le savoir-être à un instant T d'un entretien qui peut être un petit peu délicat pour une personne autiste. Complètement faussé avec une personne avec autisme, dans le sens où à ce moment-là, si le stress est élevé, on n'aura pas la personne en face de nous, on aura la résultante de son stress. Donc là, bien sûr, ça ne passe pas. C'est vraiment, il y a tout ça, d'où l'accompagnement aussi en amont des équipes de recrutement souvent, ou de la personne qui va recruter, pour justement la mise en confiance et aller chercher autre chose que ce qu'on a l'habitude d'aller chercher lorsqu'on recrute une personne dite normale, valide. Tout à fait. Et post-recrutement, encore faut-il après mettre en place derrière les choses voilà, adaptées. Exactement, exactement. Et puis aller les chercher peut-être à des endroits où les gens... aller les chercher sur les bons canaux de recrutement aussi. Difficile pour une personne avec autisme de se heurter aujourd'hui au milieu ordinaire et au monde du recrutement classique. Oui. Et j'ai envie de dire peut-être exacerbé avec le fait que les personnes autistes ne savent pas forcément se vendre, ont un juge autocenseur. C'est vrai que quand on les reçoit en forum de recrutement, en entretien, si on n'est pas un petit peu sensibilisé en amont, on peut prendre une bonne claque qui dit bah, « oula ». Mais bon, après, quand on a l'habitude, bah, ça passe, quoi. Au contraire, ça fait même sourire. On dit « allez hop, on y va ». Oui, tout à fait. Et après, c'est pour ça que certaines entreprises, alors peut-être pas toutes encore, hein, mais privilégient les stages et privilégient voilà, une première mise en situation pour voir un petit peu comment voilà, la personne réagit, et peut-être que ça peut être une clé aussi pour... C'est une clé, c'est un outil parmi tant d'autres hein, qui fait qu'aujourd'hui on peut intégrer plus facilement une personne avec autisme. Le stage est moins engageant, découverte du milieu professionnel, enfin tous les beaux dispositifs qui existent aujourd'hui qui ne sont pas assez exploités. Ça peut être une bonne méthode d'intégration, si ce n'est d'intégration, de découverte mutuelle. Déjà là, quand on a passé ce gap-là, quand on est entre humains, ça se passe toujours mieux. Quand on a cassé la barrière du CV, la barrière de l'entretien, bah, bizarrement, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais. Mais il faut arriver à toucher l'humain. Oui, exactement. Et sur le volet intérim, on en parle aussi beaucoup de la question de favoriser l'intérim et pourquoi pas pour les personnes atypiques. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça peut être une solution ou le changement de décor voilà, c'est quand même difficile. Ben, pour être issu du monde de l'intérim, c'est ce que je disais, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas une solution. Au contraire, tous les moyens aujourd'hui de toucher l'emploi sont des bons moyens, que ce soit le travail temporaire ou autre. Dans le travail temporaire, aujourd'hui, en plus, on a cette chance de pouvoir expérimenter les EATT
Les EA peuvent expérimenter, mais nous aussi, les EATT. Et là, on a un outil extraordinaire qui fait que la personne peut venir en confiance dans un milieu qui lui est adapté, puisqu'il est safe, entre guillemets. On n'a pas à tout refaire en amont, la crainte baisse, et on s'en rend compte pour aujourd'hui avec Cliff par Randstad, quand on faisait des forums, du moment où ils étaient physiques ou autres, on a des candidats avec autisme qui viennent nous voir qu'on ne rencontre pas d'habitude. Donc le fait d'avoir affiché, de savoir que dans le ATT vous pouvez venir avec une situation de handicap, un autisme ou autre, sans être jugé, c'est très important. Je pense que ça casse un peu les barrières. Ouais. Ça les dépasse, ça les soulève. Et quel serait le message que vous aimeriez faire passer aux entreprises qui se posent la question, voilà, de savoir est-ce que oui ou non j'y vais? Je dirais oui déjà. Parce que le non c'est facile, mais si on n'expérimente pas, on ne sait pas. Oui. Et surtout, si même on a un échec, c'est pas parce qu'on tombe qu'il ne faut pas remonter et réessayer. On est vraiment sur l'expérimentation, et c'est vrai que quand on a un échec avec une personne valide, bah, étonnamment, on continue d'en recruter. Mais quand on a un échec avec une personne en situation de handicap, des fois on s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Bon, parce qu'ils doivent tous être pareils, c'est peut-être le stéréotype. Mais non, il faut absolument y aller. Et puis qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est ce que j'arrête pas de le dire, ça fait des années qu'on se connaît, Tatiana, et ça fait des années qu'on voit ce talent, ce vivier de compétences, ces gens qui peuvent apporter beaucoup à l'entreprise et que l'entreprise ne regarde pas ou ne sait pas regarder. Faut y aller, il faut s'approcher, il faut peut-être se faire aider, aller vers des structures et puis essayer. Et est-ce qu'il y a parfois, au-delà de l'entreprise, des réticences de la part des salariés du collectif? Du collectif, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais comme avec n'importe quelle typologie de handicap, puisque c'est aussi un sujet que je gère, oui, il y a des réticences. On est sur la sensibilisation, on est sur les idées reçues. Il y en a qui changeront, il y en a qui changeront au contact, il y en a qui changeront jamais. Eh bien, il faut y aller quand même. Oui. Bon, c'est un beau message d'espérance et d'espoir pour la suite. Donc, y aller. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. Je vous remercie, Tatiana. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.